Et pourquoi nous invitons Simon aujourd'hui pour nous parler de ça? Eh bien, tout simplement parce que euh, sans l'espace, c'est difficile d'étudier l'océan, hein. Il nous en parlera un peu plus tout à l'heure. De mon côté, Camille, médiatrice du planétarium, je vais vous parler des océans dans le système solaire, de temps en temps, pour agrémenter un petit peu le discours de Simon, alias Melvac, qui est au-dessus de ma tête, et qui nous parlera plutôt des océans terrestres, de comment on les étudie, de quelles sont les difficultés pour les étudier. Est-ce que c'est plus facile sur place? Est-ce que c'est plus facile depuis l'espace? Qu'est-ce qu'apportent ces deux méthodes? Voilà, donc ce sera une discussion entre nous deux par rapport à comment dire, ces deux façons d'étudier les océans, on va dire, voilà, océans terrestres ou ailleurs. On prendra vos questions dans le chat. Adrien sera toujours là, bien sûr, pour faire la modération, et vous pouvez dire bonjour à YouTube, puisque je viens de lancer un enregistrement pour la chaîne YouTube du Planétarium. C'est pour ça que je répète un petit peu les informations qu'on vous a données en début de live. Donc voilà, nous sommes avec Melvac, de la chaîne du même nom, qui parle d'océanographie, et on va parler tous les deux des liens qui peuvent lier l'astronomie, le spatial, et les océans. Et vous allez voir que les océans, il n'y en a pas que sur Terre. Écoute, Simon, je te propose qu'on commence. Ouais. On a ton PowerPoint qui est à ma droite. Ouais. Je vais le remettre au On peut le début, mettre sur la, voilà, ce sur la sera première mieux. diapo. Et puis moi, j'aurai quelques photos et quelques schémas astronomiques que j'invoquerai sur les sujets de Simon qui s'en rapprochent. Voilà. Allez, je remets Ok. le Twitch devant mes yeux, comme ça je pourrai lire vos questions. Ah bah c'est parti, Simon, écoute, Eh ben écoute, par quoi veux-tu allons-y. commencer? Ah bah écoute, on va faire une petite introduction sur déjà pourquoi les sciences spatiales et les sciences océaniques se ressemblent sur certains aspects. Parce que même si moi j'aime bien confronter les deux et puis taquiner mes collègues vulgarisateurs espace, pour faire une petite confrontation, une petite guéguerre, on a aussi malgré tout nos similitudes. Notamment dans notre rapport à l'environnement qu'on étudie et surtout la notion d'inaccessibilité qu'on a eu dans nos domaines respectifs pendant des décennies, si ce n'est des siècles. Là où effectivement l'espace a toujours été un petit peu inaccessible, et ben, l'océan aussi, hein, bizarrement, et encore aujourd'hui sur certains aspects. Pour vous donner une idée, il y a une époque effectivement où tout naturellement, quand on n'avait pas des moyens de navigation très développés, l'océan, en tout cas son étude, ça se limitait beaucoup à ce qui se passait sur les côtes. Ça pouvait se passer à marée basse, des organismes qu'on pouvait étudier à ce moment-là. Quand on a eu un développement un petit peu du trafic maritime, eh bien, du coup, on a pu étendre un petit peu ses connaissances et ne pas juste s'intéresser à ce qui était proche de nous finalement, mais un petit peu s'intéresser à ce qui se passait à des milliers de kilomètres en pleine mer, parce qu'il se passe énormément de choses, mais des choses qui sont pas du tout simples d'accès. Mais encore là, quand vous avez des bateaux, et ben en fait, amener un bateau dans une zone où il n'y a rien à faire, à part juste étudier et faire de la science, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher encore aujourd'hui. Et du coup, à cette époque-là, on avait du coup une idée de ce qui se passait dans la mer, alors à plein de niveaux, hein, que ça soit chimique, que ça soit biologique, les animaux, etc. Mais une idée qui finalement était conditionnée qu'à une certaine distance des routes commerciales. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ce qu'on savait de l'océan, c'est ce qui existait en fait à quelques centaines de kilomètres de là où passaient les bateaux commerciaux, et tout le reste, en fait, on savait pas. Et donc, il y avait ce besoin, en fait, de trouver un moyen peu coûteux, facile à mettre en place pour augmenter, en fait, un petit peu l'ouverture qu'on pouvait avoir pour observer l'océan dans sa globalité. D'autant plus que maintenant, avec des problématiques comme le changement climatique et toutes ses conséquences, avoir un point de vue global, c'est essentiel justement pour continuer sur cette lancée et étudier de nombreux domaines. Donc c'est ce que vous voyez sur cette première diapo. Étudier l'océan, c'est pas simple. Il y a une notion d'inaccessibilité qui est similaire un petit peu avec l'étude de Tout l'espace. à fait. Et du coup, il y avait une sorte de défi technologique à mettre en place, même si effectivement, c'est pas forcément les mêmes contraintes. Mais on se retrouvait un petit peu dans la même situation de devoir, par rapport à d'autres domaines scientifiques, de devoir trouver des moyens de pouvoir accéder à cet environnement et de pouvoir l'étudier dans les meilleures conditions. Et c'est vrai Et donc, que. oui, vas-y, continue, excuse-moi, parce que Je te coupe sur on ce m'a point-là arrêté, parce hein. que avant que tu passes à la suite, c'est vrai que du coup le lien entre nos deux domaines par rapport à l'inaccessibilité, c'est très frappant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette sonde qu'on avait essayé de poser sur le pôle nord de Mars et qui a cramé dans l'atmosphère
à cause d'une toute petite erreur de calcul. Quand vous envoyez une sonde dans l'espace sur une autre planète, il faut accélérer au bon moment, avec la bonne durée, euh, et dans la bonne direction, sinon c'est foutu. Et on peut aussi penser du côté plutôt océan terrestre, ne serait-ce qu'aux plongeurs. J'ai appris récemment l'histoire d'un certain plongeur qui s'appelait Shaw, qui était descendu dans une grotte et qui est mort en essayant de récupérer le cadavre de son ami. Ah, Est-ce que je tu sais peux pas au nous parler courant. peut-être du coup des difficultés d'atteindre du coup l'océan? Pourquoi c'est si difficile au-delà des bateaux d'aller voir sous l'eau ce qui se passe? Alors, effectivement, il y a une difficulté qui est liée tout simplement à l'environnement lui-même. C'est-à-dire que s'il y a déjà des gens qui font de la plongée ou qui ont tout simplement été à la piscine, on peut voir un truc très simple qui est que quand vous allez au fond de la piscine, vous commencez à avoir mal aux oreilles, et plus vous restez longtemps et plus vous descendez en profondeur, plus le risque qu'il y ait certains problèmes au niveau de votre corps et au niveau de santé augmente. Donc effectivement, quand on va étudier l'océan, après ça dépend ce qu'on veut étudier. C'est surtout ça, les différentes méthodes qu'on va utiliser pour l'étudier vont intrinsèquement être propres au sujet qu'on étudie. C'est-à-dire que par exemple, si on a besoin d'étudier la présence de certains éléments chimiques à 3 km de profondeur ou plus, on va évidemment pas envoyer des plongeurs, on va plutôt privilégier des balises, des robots, ce genre de choses. À l'inverse, quand on va essayer par exemple de noter la présence de certaines espèces, ou de par exemple d'étudier le recouvrement de certaines algues ou de certains coraux, là on va plutôt, quand c'est des eaux peu profondes, utiliser des chercheurs parce que c'est plus simple en fait. Il y a un espèce de compromis entre la technologie qui s'affranchit de l'homme, qui va nous permettre d'atteindre des environnements hostiles dans lesquels on ne peut pas survivre. Mais en même temps, cette technologie, elle est limitée par rapport aux applications qu'on peut faire. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, il y a des technologies qui s'intéressent à étudier la présence de certaines espèces avec des robots qui vont filmer des choses, mais l'image d'une caméra ne permet pas forcément d'avoir la même précision et d'avoir les mêmes informations que quelqu'un qui est sur le terrain, qui a de l'expérience, et qui, avec son œil d'expert, va pouvoir aussi obtenir des informations. Donc il y a une espèce de compromis et qu'effectivement, dans certains cas, alors ça, je ne sais pas si ce plongeur a eu cet accident dans un contexte scientifique ou dans un contexte Je professionnel au crois que niveau de son travail. c'était un plongeur, je crois, c'était pas Ouais, scientifique. ok. C'était du Mais du sport, coup, je crois, voilà, effectivement, il y a d'exploration. les accidents de plongée, Hmm. bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais il y en a plein chaque année. Ça Ça arrive à peut des arriver. machines aussi? Alors, les accidents de machine, oui, bien sûr, bien sûr. Des fois, alors, ça, la plupart des machines, on va en parler ce soir, il y a des machines qu'on va dire qui sont autonomes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des machines qui marchent avec des batteries et qui sont programmées pour descendre à telle profondeur, etc. Et on va en avoir d'autres qui sont plutôt télécommandées avec des Mhm. câbles qui peuvent être très longs, notamment des petits sous-marins ou ce genre de choses. Et D'accord. évidemment, dans ce genre de trucs, moi j'ai déjà entendu par exemple des anecdotes où on m'a dit que sur des missions scientifiques, il y avait des gens qui étaient sur le bateau du navire, enfin sur le bateau du navire, sur le pont, et Oui, ça. qui avaient balancé une balise à l'eau de mer, puis ensuite qui se sont regardés dans le blanc des yeux en se disant mais est-ce qu'on a allumé la batterie? Et là, on vient de jeter des dizaines et des dizaines de milliers d'euros à la flotte, sans aucune possibilité de le récupérer, et, et du coup, sans que ça fonctionne. Après, évidemment, il y a aussi, il peut y avoir des accidents, hein, si, des accidents qui sont liés au terrain, mais des Mhm. accidents qui sont liés aussi à la biologie. On Mhm. sait que dans les années 80, il y avait certains types de requins qui s'appellent les cookie cutters qui s'attaquaient à certains dispositifs d'études océanographiques. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse. Oui, Mais allez voir la chaîne on de sait Alexis. que voilà, quoi. Évidemment, les accidents, ça arrive, la technologie n'est pas infaillible. Après, plus ça va, plus on apprend de nos erreurs et plus on tend, comme finalement aussi dans le spatial, à Exactement. faire cracher des choses, mais à s'améliorer au fur et à mesure, quoi. Parfois, c'est utile de faire cracher des choses, ça permet de voir ce qu'il y a dessous aussi, Mm. dessous la surface. Et d'ailleurs, ce que tu as décrit sur la difficulté d'atteindre l'océan et les différentes façons de l'étudier qui sont complémentaires, c'est un peu ce qui se passe sur le spatial, notamment sur l'exploration martienne. Il y a des choses qu'on peut faire depuis l'orbite, qui sont même mieux à faire depuis l'orbite. Je parlerai tout à l'heure de l'ancien océan martien. Euh, et il y a des choses qui sont mieux à faire avec des robots qui vont gratter les cailloux, grosso modo, hein. Donc ça peut être avec différents instruments, mais l'idée c'est de toucher des cailloux, de mesurer des trucs. Et puis ben, il y a quand même 40 minutes de décalage, mine de rien, enfin entre 20 et 40 minutes de décalage. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est quand même pratique d'avoir un humain qui va
regarder autre chose que des images et manipuler directement les choses. Finalement, c'est un peu la même chose. C'est pas les mêmes prix, je pense, mais c'est un peu la même chose. Alors attendez, je crois que j'ai... Est-ce qu'il n'y a pas eu de bug? C'est bon, tout va bien? Ah si, on a Melvac qui a perdu la connexion. C'est bon, je suis revenu, je sais pas pourquoi. Alors, faut que tu réactives ta caméra. Faut C'est que bon, je puisse te revoir. je sais Alors, pas pourquoi. attendez. Discord m'a fait un caprice. Ah, j'ai vu un truc qui a dépopé sur mon écran, je savais pas ce que c'était. Alors attends, il faut que je remette le Discord en plein écran. Non, pas lecteur réduit, c'est pas ça que je veux. C'est plein écran, voilà. Normalement, c'est corrigé. Et du coup, parlant de satellite, je vois qu'il y a marqué Argo sur ta première diapo, et je pense que les gens se demandent ce que Oui. c'est que cet acronyme depuis tout à l'heure. Alors, Argo. Argo, qui est un système satellitaire qui a été installé. Alors, j'ai plus la date exactement en tête, mais il me semble que dans la diapo d'après, c'est écrit. Alors, je vais On va te passer la pouvoir, diapo d'après, du coup. on va pouvoir passer à la diapo d'après, qui est un système en fait de satellite. Alors, je suis pas trop, comment dire, c'est pas tellement mon domaine d'expertise, donc je vais essayer de vous en faire un résumé. Je vais pas pouvoir donner trop de détails à ce sujet. C'est un gâteau dans Mais l'espace. c'est une collaboration qui a été faite entre trois entités, à savoir le CNES, la NOAA et la NASA, qui ont essayé de mettre en place un réseau de satellites et qui pouvait permettre en fait de faire transiter énormément de données scientifiques autour de la planète et qui du coup avait des applications en termes d'études environnementales monstrueuses. Donc c'est quelque chose qui a été créé en 1978. Et c'est vraiment une collaboration qui a révolutionné l'étude de l'océan, parce que justement, tout à l'heure, on vous parlait de la difficulté de pouvoir emmener des bateaux dans certaines zones reculées, et puis même, genre, comment dire, un bateau, c'est un bateau, quoi. Vous pouvez tracer une ligne, mais en termes de vraiment pour étudier la surface que représente l'océan, qui est gigantesque sur Terre, c'est pas optimal, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, l'étude de satellites qui pouvait du coup étudier de très grandes surfaces d'océan de manière beaucoup plus simple, c'est quelque chose qui a été développé à partir de cette technologie qui est encore énormément utilisée aujourd'hui. Et puis du coup, bah, on va pouvoir voir après un petit peu bah, dans tous les contextes et toutes les applications où on peut retrouver cette technologie qui nous apprend plus un petit peu sur l'océan. Et Argos, c'est quoi? C'est un acronyme? Alors, Argos, c'est un nom qui, alors, je veux pas dire de bêtises, Est-ce que mais il c'est me écrit après semble. ou pas? Est-ce que tu me dis quand est-ce que je dois passer de diapo, hein? Non, non, tu peux passer à la diapo, mais Argos, c'est pas un acronyme, c'est une référence à une créature mythologique grecque, il me semble, qui Mhm. était un monstre avec énormément d'yeux. Et donc, D'accord. le rapport étant que, bah, effectivement, on va mettre en place un réseau satellitaire qui finalement a lui aussi énormément d'yeux et C'est rigolo ça. qui va regarder un petit peu tout ce qui se passe sur Terre. Et il y avait cette. Alors, peut-être On que a... c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Il me semble que c'est ce que j'avais cru comprendre Ah bah écoute, quand j'avais peut-être regardé le qu'Adrien sujet. trouvera une info sur Argos, s'il peut nous trouver ça. Donc Adrien d'ailleurs nous a mis la petite biographie nécrologie de Dave Shaw. Donc si vous voulez lire tout ça, il vous explique ce qu'il a fait effectivement. Et on a INS Vidéo, je crois INS Vidéo, tu travailles sur de la glaciologie, je crois, hein, je sais Oh, plus trop bien. précise dans le commentaire si je me suis trompé. Donc il nous dit que par exemple, ils avaient dérouté un bateau pour aller dans une ouverture dans la glace pour déployer des drifters. Et les courants se sont inversés le lendemain et quasi tous les drifters se sont perdus sous la banquise. Ah Et merde. un drifter coûte combien, INS Vidéo? Oh merde. Ah oui, c'est de Je bosse l'imprévu de sur la banquise compétition. arctique, voilà. Donc, Trop et bien. du coup, INS Vidéo a aussi une chaîne YouTube, donc je vous invite à faire des collaborations tous les deux, etc. Ah bah Donc, écoute. qu'est-ce que c'est? Je vois marqué qu'est-ce que c'est sur la Qu'est-ce que diapo. c'est? Oui, alors avant de commencer, là, à votre avis, qu'est-ce que c'est que cet engin qu'on voit en jaune sur l'image? Alors, je sais pas si tu peux agrandir un petit peu, Mhm. parce que je me dis, je sais pas si c'est possible, mais je me dis que ma tête est un peu grosse et le diapo est un peu petit. Si on pouvait intervertir les deux, Ouais, attends, ce serait peut-être mieux pour je le chat. cherche une solution. Voilà. C'était pas cher, 10K euros, il y en avait une quinzaine. Ouais, 10K € x 15 quand même, ça fait une petite. Ça commence à faire une petite somme. Enfin, Est-ce que c'est c'est ça, mieux? hein. Alors attends, est-ce que j'ai du délai? Par contre, j'ai un problème de recouvrement entre ta tête. Ouais. Ah, Non mais c'est l'un ou l'autre? sinon Attends, on attends, change pas, hein. je vais réduire ta tête. Je Réduis ne ma suis pas tête. une réductrice de tête.
Voilà, et je te mets... Alors, je vois des réponses dans le chat. Une sonde. Voilà. Alors, effectivement, Alors c'est pour une faire des carottes sonde. glaciaires, non, parce que là, je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même bien liquide, hein. C'est ce qu'on appelle une balise. Alors, une balise Argo, là, en l'occurrence, c'est une balise qui, du coup, tout à l'heure, je vous expliquais que le système Argo, c'est un système de satellite qui va permettre, en fait, de faire transiter énormément d'informations. Mais du coup, cette information, il faut bien l'envoyer quelque part. Et l'une des applications, va être l'utilisation de balises, qui sont donc des dispositifs motorisés qui vont faire énormément de mesures de l'océan dans lequel ils vont être lancés. Il y a un petit moteur, il y a une petite hélice, et il y a surtout une antenne qui va du coup pouvoir, en temps réel, faire transiter toutes les données que la balise récolte vers le réseau satellitaire et ensuite le renvoyer vers les laboratoires. Et donc ça, c'est vraiment incroyable parce que du coup, on est vraiment passé de l'observation en temps réel sur un bateau quand on est obligé de se déplacer à juste, on lance des balises dans l'eau, on les laisse voguer au gré des courants et on peut récolter du coup comme ça à plusieurs milliers de kilomètres toutes les données que ces balises récoltent en temps réel. Donc si tu veux, tu peux passer à la diapo d'après. Il y a un petit focus un petit peu pour qu'on voit Il y en a comment. beaucoup des balises du coup? Alors, Parce que alors j'ai c'est vu encore la vidéo d'après qu'il faut qui. une grande cartographie. Ah bah du coup C'est là la c'est plus diapo petit, d'après je vais qui. réduire. Ah, Oui, parce que t'avais pas la même marge sur cette diapo là. Hop, voilà. Tu n'avais pas la même marge. Je voudrais que tu me déplaces ce truc. Voilà, parfait. La mise en scène, c'est pas un métier facile. Non, comme ça. Ben alors, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Voilà. Nous y rien sommes. Le lâcher de bouée, c'est un nouveau sport des océanographes. Voilà. ouais. Alors par contre, je suis pas sûr. Je vois pas tout le texte. Ah, il en manque un bout là. Attends, je vais réduire encore un peu et grossir un peu ici. C'est pas facile. Les PowerPoint sont pas faciles à lire en général sur ce logiciel. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je vais faire la transition dans quelques instants. Voilà. Attends, sinon c'est pas grave, je vais prendre mon PowerPoint à côté. Voilà. Mais Donc en surtout pour gros, les gens dans le effectivement, chat, quoi. Ouais, effectivement, là, ce que vous avez en face de vous, c'est un lâcher de bouée avec un petit schéma qui vous montre un petit peu comment la bouée de quoi elle est faite. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a une antenne, basiquement, il y a un moteur, il y a une batterie, et c'est basiquement un petit dispositif qui va pouvoir se déplacer dans l'océan. Alors, se déplacer, pas forcément, on va dire, de manière active. C'est-à-dire que c'est plutôt être un truc qui va être destiné à être porté par les courants. Mais par contre, le moteur va surtout servir à gérer la profondeur. C'est-à-dire que c'est des balises qui peuvent être mises en surface, mais aussi descendre à plusieurs kilomètres en dessous de la surface. Donc ça nous permet en fait d'avoir à la fois un point de vue de ce qui se passe en 3 dimensions en fait dans l'océan, à la fois en changeant d'endroit au niveau de la Terre, mais surtout aussi en changeant la profondeur. Et donc souvent sur ces balises, voilà, on a différents instruments qui vont nous permettre de regarder une myriade de paramètres scientifiques qui sont très intéressants dans les sciences marines, à savoir par exemple la température, l'oxygène, la présence de chlorophylle et donc de plancton. Et tout ça, on va aussi avoir un suivi GPS en fait du flotteur pour du coup avoir une dimension spatiale des données qu'on récolte. Et donc c'est principalement avec ces dispositifs-là, on va pouvoir utiliser le système Argo. Alors justement, tu parlais tout à l'heure, mais combien il y a de ces bouées? Alors je t'invite à passer la diapositive juste après pour vous donner un petit peu une idée vertigineuse du nombre de ces bouées. Je pense que je suis sur la bonne là. On est sur un nombre extrêmement conséquent. Alors, je vais pas vous donner un nombre précis parce que ça sert à rien, parce que c'est un nombre qui fluctue parce qu'il y en a qui marchent plus, il y en a qu'on rajoute, mais on est sur un nombre extrêmement grand et l'idée c'est d'augmenter ce nombre pour justement augmenter la résolution un petit peu de ce qu'on connaît de l'océan. L'idée c'est qu'en fait un point finalement va être un endroit sur lequel on va pouvoir avoir des informations. Et plus on augmente le point, plus on augmente la résolution de l'océan qu'on étudie. Donc Du coup, c'est... Ouais, vas-y. du coup, comment ça se passe si jamais tu veux étudier une profondeur en particulier? Est-ce que vous mettez toutes les bouées à la même profondeur pour avoir un paramètre fixe partout? Comment ça se passe? Encore une fois, ça dépend totalement de ce que tu as envie d'étudier. Si effectivement tu as envie que tes bouées soient à une même profondeur, tu peux les programmer en fait. Tu as des programmations qui font que
Par exemple, on va dire pendant, pendant tant d'heures ou pendant tant de jours, la bouée va être à une profondeur donnée, puis ensuite elle va remonter à une vitesse donnée. Et Mhm. c'est ensuite quand elle va arriver à la surface qu'on va pouvoir récupérer les données qu'on veut. Ça, en plus, ça répond aussi à un autre problème qui est que parfois, quand on lance des choses dans la mer pour récolter des données, bah, des fois, en fait, on est obligé de retrouver la chose qu'on a lancée pour récupérer les données. Et en fait, des fois, c'est super compliqué en fait de retrouver en plein océan une balise que tu as achetée. Et Notamment si t'as donc, pas le mis le moteur en côté. route, c'est ça? Bah, c'est ça, exactement. Mais du coup, si justement il y a ce côté où les données sont instantanément transmises par satellite, bah en fait, tu as des choses en temps réel, c'est-à-dire que tu vraiment pas à chaque fois besoin de finalement reprendre un bateau pour retrouver la balise à chaque fois. Mhm. Donc il y a aussi un côté pratique. Et effectivement, il y a aussi d'autres questions qui se posent, on va pas aborder ce soir, mais notamment liées aussi à l'impact, pas forcément environnemental, mais le fait que des fois, il y a des balises qui tout simplement s'arrêtent de marcher en pleine mer, que ça constitue aussi une forme de pollution, Mhm. avec des batteries qui sont pas forcément très toujours propres d'un point de vue environnemental. Donc c'est aussi, ça fait partie des équipements aussi humains qu'on jette dans l'océan et qu'on récupère pas forcément à chaque fois. Et d'ailleurs, cela te demande s'il y a des balises qui se prennent des bateaux. J'imagine que Hum, peut-être qu'il n'y a pas assez de balises pour ça, que c'est peut-être ouais, je trop peu pense probable. effectivement. À ma Mais, connaissance, c'est pas arrivé. mais le risque Mais n'est pas de zéro. bon, voilà, c'est ça. Peut-être que un jour ça arrivera si on en rajoute beaucoup. Je crois qu'il y a, il y Mais a- il y a une dame aux États-Unis, je crois, qui est morte parce qu'elle a pris une météorite sur la tête. ah, C'est arrivé qu'une fois dans l'histoire connue. Donc les mais choses voilà, très peu comme probables quoi, arrivent aussi. Mais bon. c'est ça. Après, vu que sur ces balises, généralement, il y a un GPS, et que Oui, on en parlera tout à l'heure, pas mais sur le les GPS météorites. des bateaux, non, pas encore. Sur les bateaux, il y a aussi généralement tout un système de GPS. On peut imaginer que si un jour ça devient un vrai problème, bah, tout simplement que les bateaux puissent voir aussi les balises pour les éviter. Ça, c'est quelque chose Bah qui d'ailleurs, est. du coup, ça me fait penser à un problème, comment on va dire, qui ressemble un petit peu à ça, mais sur l'orbite terrestre, le problème de l'encombrement de l'orbite. Euh, Jusqu'à présent, avant l'arrivée de SpaceX et Blue Origins, on envoyait des fusées, puis on laissait des bouts un petit peu en vrac. Les satellites qui marchaient plus, on les laissait en vrac aussi. Petit à petit, on développe des méthodes pour les faire retomber, brûler dans l'atmosphère, pour récupérer les premiers étages de fusée, les deuxièmes étages, etc. Mais pendant tout début de l'exploration spatiale, on a quand même laissé pas mal de débris de satellites inutilisables ou trop vieux en orbite. Alors c'est pas une pollution au sens écologique du terme, puisqu'il n'y a pas d'écosystème sur orbite, mais c'est plutôt un encombrement en fait. C'est-à-dire qu'on risque de s'interdire l'accès à l'espace si on met trop de débris, puisque ça deviendra trop dangereux pour les astronautes et pour le matériel. C'est pour ça que les différentes agences sont en train d'étudier des façons de faire des lancements plus propres et des satellites qu'on peut récupérer ou brûler dans l'atmosphère si besoin. Voilà, et on parlera aussi du coup d'un autre souci d'éthique qu'on a dans les deux domaines, c'est la contamination et la perturbation des mesures par la contamination biologique. On en parlera un peu plus tard. Ok. Bah, écoute, tu peux passer à la diapositive suivante, je pense. Alors on a Adrien qui vient de dire quelque chose. Que dit-il? Pour éviter les obstacles durant l'édition 2020-2021 du Vendée Globe, 17 participants ont opté pour le système Oscar. Ce système s'installe en tête de mât, il combine des caméras thermiques et normales, ainsi qu'une intelligence artificielle afin de détecter des objets même de petite taille, de calculer leur cap et leur vitesse. Alors, je ne sais pas si tous les bateaux ont ça, mais en tout cas, apparemment, les bateaux de Bah, on course... en, on en parlera effectivement. Il y a une des applications du système Argo et aussi justement le suivi mhm. des bateaux et notamment lors des courses. Alors effectivement, après, c'est pas forcément que Argo, il y a d'autres systèmes de localisation GPS aujourd'hui qui sont utilisés, mais certains skippers utilisent aussi le système Argo Alors attends, cette pour diapo est s'orienter. plus zoomée, je vais la réduire un peu. Hop, transition. Alors, du Est-ce coup, qu'on on a va du essayer de texte? voir Oui. un petit peu les applications euh, de ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc jusqu'à maintenant, on a vu qu'on a un système de satellite qui peut faire transiter de l'information. On a vu qu'on pouvait du coup maintenant lancer des balises pour récolter des données sur l'océan qu'on étudie. Et maintenant, bah, vu qu'on a ça, ces données, à quoi ça ressemble? Et ben vous en avez un petit exemple juste ici. Vous avez donc quatre carrés qui correspondent à quatre paramètres différents qui ont été mesurés. Alors ça, c'est des choses que j'ai fait quand j'étais en première année de master à la Sorbonne en sciences de la mer.
C'est un cas en fait sur lequel j'ai travaillé tout simplement en TD, qui utilise des données qui sont présentes sur un site qui s'appelle Copernicus. Alors Copernicus, c'est un site sur lequel il y a énormément de données, notamment d'argot, mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres sites sur lesquels vous pouvez les récupérer. Ces données, en fait, elles sont très souvent en libre accès. Et ça, c'est des images qu'on a obtenues tout simplement ce sont des couches qu'on a mis sur Google Earth. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si chez vous, vous avez envie de vous amuser, vous pouvez tout simplement en fait fusionner en fait des couches de données scientifiques sur Google Earth pour voir un petit peu à quoi ressemblent ces données et quelle forme elles prennent dans la partie de l'océan qui est étudiée. Donc le A, c'est la hauteur dynamique de l'océan. Il faudra que tu nous expliques les termes. B, concentration en chlorophylle. Je pense qu'on voit de quoi il s'agit. Ça va te permettre de tracer du coup le phytoplancton, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Variation des températures. Donc j'imagine que le rouge c'est plus, le bleu c'est moins. C'est C'est ça. ça qu'on prend d'habitude dans ce genre de truc. Mm, mm. Et je trouve le D très rigolo. Ces petits serpents sont des courants marins. C'est ça, c'est la On voit les vélocité courants des chauds courants. en haut, les courants froids en bas. Je te laisse Non, nous... c'est pas tellement Non, c'est pas ça. c'est pas tellement alors après, peut-être que je me trompe parce qu'il n'y a pas les légendes à côté, mais de souvenir, c'est pas tellement la température, c'est plus lié à la force Ah non, d'accord. de la vitesse, en fait. Ce Ok. serait plus ça. Ah oui, j'ai mélangé de dire. Bah écoute, je te laisse nous parler de ces quatre petits, ces quatre paramètres et pourquoi c'est intéressant et qu'est-ce qu'on en apprend, etc. Alors, la hauteur dynamique de l'océan, en fait, il faut savoir que, bon, je pense que vous savez que l'océan n'est pas toujours une mer d'huile. Ok, il y a des vagues, ok, c'est pas plat, mais en fait, au-delà de ça, il faut savoir qu'il y a certains types de courants qui vont faire qu'on va avoir des accumulations d'eau à un point donné ou au contraire des dépressions. Alors typiquement, ça va être des courants qui vont faire que, par exemple, on a de l'eau qui va remonter du fond. Bah, du coup, localement, là où elle remonte, la hauteur de l'océan va être plus haute. Et à l'inverse, là où l'eau plonge, bah, on va avoir une plongée aussi du niveau de la mer. Et en fait, il faut savoir que ces hauteurs dynamiques, elles ont une importance parce que justement, elles sont souvent synonymes de phénomènes physiques de l'océan très intéressants, comme justement des remontées, des courants, etc. Et ça a une importance aussi écologique. C'est-à-dire que très souvent, par exemple, quand on a une remontée d'eau, cette eau va être plus chargée en nutriments, ce qui va faire qu'on va avoir des blooms phytoplanctoniques. Donc par exemple, c'est un paramètre qui peut, c'est ce qu'on appelle en science un proxy, c'est-à-dire que c'est un paramètre qui, en l'étudiant, va peut-être nous donner une idée sur un autre paramètre qu'on n'étudie pas. Comme Donc celui de la case B du coup. Là, il y a un boom. c'est exactement ça. La concentration en chlorophylle, c'est un proxy. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement mesurer la présence de phytoplancton, mais on va mesurer la chlorophylle qui est présente dans les phytoplanctons. Et du Donc coup, c'est je peux ça. faire le parallèle avec Mars, par exemple, où on a détecté du méthane et on s'est demandé si c'était du méthane produit biologiquement ou du méthane produit géologiquement. Vous C'est avez ça. peut-être entendu parler de l'épisode de la phosphine sur Vénus, c'est pareil, on a mesuré Oui. la présence de la molécule de phosphine qui finalement n'en était pas, mais en astronomie aussi, quand on regarde les planètes, enfin en planétologie plutôt, on étudie les atmosphères ou les sols par spectroscopie ou directement sur place, et on essaie de trouver des paramètres indirects pour remonter à ce qui intéresse, c'est la présence d'eau passée ou présente, ou la présence de vie en général. Il y a d'autres paramètres intéressants, mais c'est vrai qu'on en parle souvent. Et du coup, bah, ça encore, c'est une similitude entre les méthodes. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire le plus? Bon bah les températures, voilà, il y a du chaud en haut, il y a du froid en bas. C'est un cas qui est intéressant parce que là en fait ce que vous avez, alors je suis pas sûr que vous le voyez, mais en gros il y a un petit truc en jaune à un moment dans le bleu là, et c'est en fait les îles de Kerguelen qui sont des îles françaises qui Ah sont oui, présentes effectivement. dans l'océan austral. Je vais pas dire de conneries parce que Et il y j'ai a une petite île en bas je- aussi. il y a une petite île en bas, voilà aussi. J'ai pas son nom en tête. Mais du coup, là, on est près de l'Antarctique. Et du coup, ce que vous voyez, c'est très certainement du coup les eaux froides de l'Antarctique avec le courant Mhm. circumpolaire sud. Et juste au-dessus, du coup, bah, l'océan plus chaud. Donc les D'accord. îles Kerguelen, j'ai plus exactement la position où elles sont. Donc c'est soit l'océan Atlantique, soit l'océan Indien. Et du coup, voilà, vous voyez très bien la nette distinction qui correspond aux eaux Mhm. antarctiques qui sont avec des courants très très forts. Donc ça vous donne un petit peu une idée des paramètres qu'on peut étudier et du coup des cartes.
obtenir à partir de ça. Alors c'est des cartes qui ont une résolution qui est plus ou moins précise en fonction du nombre de données qu'on a dans la zone, hein. Ce qu'il faut se dire, c'est que tous les pixels que vous avez sur ces images-là ne correspondent pas à des mesures. C'est juste qu'il va y avoir un nombre de points où là on a des mesures, et en fonction de ces nombres de points, par des méthodes de traitement statistique, on va pouvoir, entre guillemets, estimer les variations de ces paramètres en fonction de ces points. C'est-à-dire, je vais dire une bêtise. Si vous avez deux points espacés de tant de kilomètres avec une température qui est similaire, et bah, du coup, la carte elle va indiquer une température similaire entre ces points, etc. Et du coup, en faisant ça, on peut reconstituer entre guillemets des cartes qui estiment au mieux les paramètres qu'on veut étudier sur une grande surface. Donc ça, c'est un petit peu pour ce qui est des paramètres chimiques. Et anecdote, maintenant on sait faire ça, Je connais. on connaît la statistique, on sait extrapoler des données manquantes entre des données existantes, mais quand les gens le faisaient de tête, comme par exemple Percival Lowell quand il observait Mars, il avait une mauvaise résolution à cause de son télescope, trop mauvais en fait, à l'époque, et il a vu des canaux sur Mars en extrapolant ce qu'il voyait avec ses yeux, et ça marchait Oui, pas. c'est vrai. Et ça marchait pas. Oui, en fait, c'est des techniques qui sont, pour le dire un petit peu vulgairement, un peu casse-gueule, mais qui, comment dire, comme beaucoup de choses en science, on a aussi très souvent conscience qu'elles sont casse-gueule. Oui, C'est-à-dire puis qu'on surtout là arrive quand c'est fait même avec des à... maths, c'est pas fait avec l'œil, donc c'est Oui, un petit peu voilà, en différent. plus. Mais quand bien même avec des maths, des fois, on a Oui, aussi on tout on à essaie fait. de rester prudent, quoi. Ouais. C'est-à-dire que dans le processus scientifique, il y a toute une remise en question quand même de ce qu'on a, ce qu'on utilise pour aboutir à nos conclusions, pour savoir à quel point elles sont fiables. On nous dit Donc, que des données du programme Sentinel sont utilisées par Copernicus. Voilà, bah oui, écoutez, tout à fait, oui. c'est très bien. Tout On a à fait, John tout à fait. Cheval qui a répondu à Encelade. Merci John Cheval. Moi je voulais te poser une question. Est-ce qu'il y a des satellites que tu connais qui travaillent sur les océans sans passer par un système de balises, justement? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mesurables sans espion sur place en fait, Ah depuis oui, leur tout à début? fait. Bah, justement, on parlait du phytoplancton. Il faut savoir que le phytoplancton a une couleur. Il y a certains blooms de phytoplancton qu'on peut voir depuis l'espace. Alors, je vous invite à taper ça sur Google. Vous avez des images assez intéressantes. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, la chlorophylle, on va pouvoir la mesurer quand les balises sont lancées dans l'eau, en mesurant la concentration en pigments, en fait. Et en fait, ces pigments, dans certains blooms phytoplanctoniques, sont visibles depuis l'espace. Et donc, c'est-à-dire que quand vous avez une balise en plein océan qui va étudier la spectroscopie, j'espère que je ne vais pas dire de conneries, c'est bien la spectroscopie, Alors c'est ouvert. enfin, en tout cas le spectre, en tout cas des pigments qui est présent dans l'eau, bah, faut savoir qu'en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire à grande échelle à partir d'un satellite. Et donc, il y a certains satellites qui sont alloués notamment à l'étude des blooms phytoplanctoniques, mais directement depuis l'espace, sans qu'il n'y ait rien du tout dans l'océan. Quelque chose notamment qui est étudié dans les zones polaires, notamment au pôle sud, où on étudie notamment comment l'impact des icebergs va pouvoir conditionner la présence de certains phytoplanctons. Et du coup, juste par imagerie, on peut déterminer la présence et la concentration de certaines espèces Et phytoplanctoniques. j'imagine que grâce à ces méthodes complémentaires, tu peux ensuite affiner les estimations que tu fais avec tes Totalement, balises. totalement, totalement, c'est ça. De toute façon, c'est aussi pour ça que ces données dont on a parlé tout à l'heure sur Copernicus et sont en open access, c'est qu'il y a aussi une volonté un petit peu de croiser un petit peu tout ce qu'on a pour effectivement augmenter la résolution de nos résultats, parce que augmenter la résolution, c'est pas forcément d'augmenter le nombre d'outils qu'on a pour utiliser une même technique, c'est Mm. aussi croiser les techniques pour combler les lacunes de chacune. Ouais, s'assurer que les estimations sont fiables en apportant d'autres données d'ailleurs. Euh, J'avais travaillé par exemple en master sur la super résolution. L'idée c'était de rendre, non, rendre nette une image floue en apportant des informations qu'on savait Ah, trop juste bien. sur l'image. Par exemple, si vous avez un visage flou, vous pouvez vous dire ok, bon, ça a à peu près cette forme-là. Donner ce genre D'accord. d'informations au logiciel et il va reconstituer une image probable de ce qu'était cette image si elle n'était pas floue. C'est Et trop voilà, cool. c'est le même principe, hein, on estime les données manquantes par rapport aux informations fiables qu'on a. Mm. Mais écoute, si tu veux, on peut passer à la prochaine diapo. Bah, du coup, je suis passé aux animaux, puisque Et ben on parlait voilà. du phytoplancton, c'est parfait. Bon, Et ben c'est pas les écoute, animaux, c'est pas le même règne, mais je pense que c'est. ah bah attention, hein. D'ailleurs, il y a Non, des limaces qui font de la chlorophylle, hein, on est bien emmerdé. ah oui, eh ben, tiens, ouais, voilà, moi je travaille sur ça en ce moment là, ça spoil les prochaines vidéos sans faire Ah, exprès. zut, désolé. Non, non, effectivement, jusqu'à maintenant, on a parlé un petit peu
des paramètres, on va dire, inertes. On n'est pas sur trop du vivant, même si effectivement avec le phytoplancton on rentre un petit peu là-dessus. Mais tout à l'heure on parlait de balises qui étaient fixées, enfin qui avaient un émetteur qui communiquait avec les satellites. Et en fait, il faut savoir que si on peut le fixer sur un petit bout de robot qui peut varier sa profondeur, on peut aussi totalement les fixer sur des animaux. Et c'est donc ce qui a aussi beaucoup été fait avec le système Argo, où bah là, comme vous avez un exemple, c'est un lion, un beau lion de mer, un éléphant de mer, pardon, qui du coup Se prend pour une licorne. a c'est ça, une belle balise sur le front. Et du coup, ça a aussi ce système de traitement satellitaire et aussi du coup de localisation GPS a aussi révolutionné la manière dont on étudie en fait le comportement de certains animaux. Donc là, vous avez quelques chiffres. À l'heure actuelle, il y a environ plus de 4500 oiseaux qui sont étudiés en temps réel avec ces balises, des mammifères terrestres, mais aussi des mammifères marins, comme vous avez ce beau éléphant de mer, où on a presque 2000 individus dans chaque catégorie qui sont étudiés. Et ça, c'est vraiment ouf parce que du coup, ça nous permet une étude des comportements de ces animaux sans trop d'interférences, puisqu'on n'est pas là directement pour les étudier. Ils ont juste on est là en fait en espion un petit peu sur eux, sans qu'ils le sachent trop. Et puis surtout, avec une volonté de miniaturiser ces balises le plus possible pour justement ça fasse le plus possible comme si elles n'étaient pas là. Et puis surtout, d'adapter aussi les balises en fonction de l'animal, de l'environnement dans lequel il évolue. Effectivement, si on est sur une balise Et vous, d'un éléphant de mer, c'est pas la même que sur un tout petit oiseau, quoi. vous arrivez à leur donner des instructions. Est-ce que tu peux mesurer la température là-bas? Non. Totalement, 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 mais enfin, on Ou le le fait à la sachant balise, comment mais il est. effectivement, on en parlera tout à l'heure justement On quand on a John parlera Cheval qui te comment demande, croiser ça. tu dis système Argo, mais non, on voit le système Argos avec un S. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Non, il n'y a pas de différence entre les deux. C'est un débat déjà qu'on avait eu l'autre fois sur le live sur lequel on avait. Mais j'ai l'impression qu'il y a les deux. Moi, je sais que dans les laboratoires et dans les cours que j'ai eu, on disait Argo. Mais je sais qu'il y a d'autres gens qui disent Argos. Est-ce que c'est une balise Argo et le système Argos? Je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, si j'écorche le nom depuis le début, je m'excuse. Je pense que la Je plupart suis des gens ici totalement ouvert. n'y sont pas sensibles, c'est parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressent souvent à l'astronomie plus qu'aux océans, donc je pense qu'ils boivent tes paroles et qu'ils te font confiance. Voilà. Mais ça veut pas Sauf dire John Cheval. ça veut pas dire que ma parole est de marbre. Tout Comme à fait. enfin, je l'ai pas précisé, mais moi, dans ma formation scientifique, je ne suis pas spécialisé trop dans ce domaine-là. Moi, je suis plus en écologie des communautés benthiques, donc c'est-à-dire étudier les animaux et les plantes qui sont au fond de l'eau, et pas forcément ce qui Quelle existe dans la transition. colonne d'eau. Donc voilà. Si vous voulez, Et même ce quand qu'on on va se faire, c'est qu'à spécialise partir d'un d'ailleurs, moment, on fait parfois à des erreurs, partir hein. de maintenant, on va dire, on va dire Argos. Comme ça, on fait la moitié du live Argo, la À ne moitié du pas live confondre Argos. avec les balises Argos des skieurs. Ah, ça, je ne connais pas. Tu sais, c'est quand tu te croûtes en ski, t'as une balise qui dit je suis là sous la neige, venez me chercher. Ah, Je crois qu'elle s'appelle Argos aussi. bah, Je crois. peut-être qu'il y a un lien, je ne sais pas. Du coup, tu parlais des animaux des fonds marins et moi je voulais apporter une anecdote. Alors, est-ce que je vais pouvoir afficher ça? Est-ce que savais-tu qu'il y avait des océans en dehors de la Terre dans le système solaire? On les a Alors, détectés indirectement, mais ça commence à être de plus en plus, comment dire, de plus en plus probable. Et notamment, alors est-ce que je peux ouvrir cette photo et la mettre ici? Je vais faire une capture de fenêtre, nouvelle version. Capture de fenêtre, voilà. Oui, troisième. Et je vais mettre ça. Je vais la mettre en bas. Voilà. Et je transitionne. Voilà. On a des choses comme cette lune Encelade qui tourne autour de Saturne. On a également Europa, Ganymède et Callisto autour de Jupiter. On a également peut-être Titan, même autour de Saturne. On y pense aussi. Triton autour de Neptune. Et peut-être même la lointaine Pluton. Voire encore la planète naine Cérès dans la Cyrte d'astéroïdes, qui se présente sous la forme d'une croûte, je vais y arriver, de glace et ou de roches mélangées. Donc dans le cas d'Encelade, d'une croûte de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur.
Et ce que les planétologues ont remarqué depuis longtemps, c'est que plus il y a de cratères sur une surface, plus la surface est vieille. C'est-à-dire que s'il y a plein de cratères, ça veut dire que la surface n'a pas été érodée depuis longtemps, et donc les cratères se sont accumulés. Et si la surface est plutôt lisse, eh bien ça veut dire que les cratères ont été effacés par quelque chose, une activité biologique, une activité géologique, une activité glaciologique, voilà, une quelconque activité. Et ce qu'on remarque sur ces corps-là, c'est qu'il y a des fissures, comme de la banquise, mais de la banquise super épaisse en fait, qui changent. Alors peut-être pas sur une durée de vie humaine, mais qui changent sur quelques millions d'années. Et on remarque également qu'à ces endroits-là, alors quand les sondes, je crois que ça devait être Cassini du coup, oui, forcément. Quand Cassini est passé près d'Encelade, à plusieurs reprises, on a pu voir qu'il y avait des geysers du coup de glace plus chaude qui faisaient sortir de la glace plus chaude environnée de glace plus froide. Hein, c'est comme un volcan avec de la glace. Et de la glace plus chaude qui vient en fait d'un océan subglaciaire et qui dépose également du sel sur les côtés. Pourquoi ça? Parce que ces lunes sont en orbite autour d'une planète géante. Qui dit planète géante avec des lunes autour dit force de marée, comme la Lune qui déplace les océans sur la Terre. Hein. La face avant, on va dire, d'Encelade, celle qui fait face à Saturne, est plus attirée par Saturne que la face arrière, ce qui en fait allonge la Lune comme un ballon de rugby. Et ça chauffe. Ça chauffe les couches internes. Sur Io, autour de Jupiter, ça fait des volcans qui crachent du soufre à n'en plus finir, parce que c'est plutôt un corps rocheux. Et par contre, pour Encelade, comme c'est un corps plutôt glacé, ça fait un océan subglaciaire qui déplace des grosses masses de glace, et avec au fond un manteau de roche qui peut peut-être cracher du coup de la chaleur dans l'océan sous forme de fumerolles, comme j'imagine tes petites bébêtes doivent connaître sur leur palier. Oh oui. Oh oui, oui, oui. Donc ces océans, on a la preuve qu'ils existent par les effets qu'ils font à l'extérieur. Mais alors je spoil un peu peut-être le sujet d'après, c'est qu'on ne peut pas poser d'instruments sur ces mondes glacés pour aller chercher ce qui s'y passe. Alors je vous montre un peu à quoi ça ressemble quand même. Hop. Est-ce que je peux changer la fenêtre? Propriété. Voilà. Donc ça ressemble à ça, hein, donc de l'eau liquide sur une certaine épaisseur, de la glace sur une certaine épaisseur, donc 5 km de glace, là on vous donne, avec des geysers des cryovolcans, quoi. Au fond des fumerolles comme au fond des océans terrestres, et puis le manteau rocheux qui chauffe et qui apporte de la chaleur au fond de ces océans. On sait qu'ils sont salés, on ne sait pas jusqu'à quelle profondeur, mais voilà, on imagine que peut-être il peut y avoir de la vie dedans. Le problème, c'est que si on commence à creuser la glace, eh ben, on risque d'apporter les bactéries ou les petits tardigrades vaillants qui ont suivi la sonde depuis son décollage. Alors, mettre de la vie, le gadget de la vie, ça peut ou pas être grave, ça dépend si c'est une espèce invasive, on ne sait pas. Si on arrive à faire survivre une bactérie sur Mars, ben super, c'est cool pour elle, ça fait de la vie en plus, mais par contre, au-delà des considérations d'espèces invasives qui pourraient perturber l'écosystème, il surtout que si on met des bactéries de chez nous dans l'océan d'Encelade, eh bien on sera plus capable de détecter les bactéries autochtones. On a vu ça au lac Vostok, notamment en Antarctique, les Russes qui ont creusé très profondément 4 km dans la glace pour atteindre le lac Vostok, et ils ont dû passer toute une batterie de tests pour être sûr que la machine était bien stérilisée, et que voilà, donc c'est très compliqué. Ils ont creusé la glace en 2012, du coup, ils ont trouvé des choses intéressantes, mais en planétologie, comme en océanographie ou glaciologie, peut-être que Yannis Vidéo peut aussi confirmer, on fait très attention à la stérilisation du matériel. Voilà, c'était ma transition vers ton sujet des fonds marins. Je ne sais pas si c'est ce que tu as prévu juste ensuite. Je sais plus, mais je vais revenir juste un tout petit truc parce que j'ai fait. On m'a dit dans l'oreillette, il y a quelqu'un dans le chat qui le mentionne aussi, et qui va réconcilier tous ceux qui disent Argo et tous ceux qui disent Argos. C'est qu'en fait, il faut différencier le système Argos, qui est du coup le système satellitaire, du programme Argo, qui est en fait le programme océanique. Donc c'est-à-dire que vraisemblablement, le système Argo, c'est en fait plus le réseau de balises océaniques qui va utiliser les informations, et le système Argo, c'est plutôt le réseau de satellites. En tout cas, c'est ce que je pense comprendre après une très, très rapide recherche, et ce qui explique aussi pourquoi il y a de la confusion à ce niveau-là. Ouais, il me semble que c'est ce que sous-entendait Minus69. Ouais, c'est ça, qui est Adrien, mon collègue du Planétarium. On a Yannis Vidéo qui nous dit que 5 km c'est sur de la bonne banquise. Oui, tout à fait, c'est de la bonne banquise, encore plus épaisse sur Ganymède et Callisto.
Du coup, alors est-ce qu'on parle de ce que tu fais sur les fonds marins ou est-ce qu'on parle d'abord du suivi suivi des animaux, pardon, pas des animaux, Les animaux. dans l'océan. Je me suis fait avoir par ton titre. Comme Non, tu bah veux. écoute, on peut retourner un petit peu sur la diapo d'après. Ouais, Parce que effectivement, alors concrètement, ok, on suit la attends, position d'animaux, mais alors je te à remets. Ah quoi oui, ça je sert? t'avais pas la diapo. Là, tu as la diapo maintenant. À quoi ça sert concrètement? Ah non, ouais, c'est celle-là, parfait. C'est celle-là. Alors, à quoi ça sert de pouvoir suivre la position d'animal? Euh, Ça sert tout simplement en fait à obtenir des informations qu'on ne pouvait pas obtenir avant, tout simplement, parce que comme on l'a mentionné tout à l'heure, quand on étudie différentes espèces, on va les perturber dans une certaine mesure. Ces espèces, toujours dans cette notion d'accessibilité, elles ne sont pas toujours très facilement observables. Et quand bien même on les observe, on se pose toujours la question de savoir si les observations qu'on a obtenues ne sont pas biaisées par notre présence. Est-ce que par exemple, quand Mhm. vous étudiez un poisson, quand vous étudiez un oiseau, est-ce que s'il vous voit, ça ne va pas changer son comportement et finalement, ce que vous allez pouvoir en tirer, est-ce que c'est représentatif de ce qui se passe dans la nature? L'avantage des balises, c'est qu'à partir du moment où ces balises sont optimisées pour justement ne pas perturber l'animal, on a quelque chose qui est proche, beaucoup plus proche que si on devait observer chaque animal en les suivant avec des palmes, euh, enfin, pour avoir des données fiables en fait sur ceci. Et du coup, ça va déjà nous donner des informations sur une meilleure connaissance de leur trajectoire, qu'est-ce qu'ils parcourent comme distance au quotidien, et notamment dans des domaines très importants comme l'étude des suivis migratoires, qui est un domaine qui aujourd'hui, avec toute la perte de biodiversité qu'on observe à travers la planète et dans les océans, est un domaine qui est plus que jamais important d'étudier, puisque avoir une meilleure connaissance de où les animaux passent, c'est aussi quelque chose de nécessaire pour mieux protéger certaines zones, et surtout le faire de manière efficace, c'est-à-dire que mettre des aires marines protégées partout, c'est bien, mais surtout protéger les lieux de passage de certains animaux très importants, ou se rendre compte que c'est donc plutôt dans cette zone-là qu'il va y avoir les petits qui vont se développer, ou plutôt dans cette zone-là qu'il va y avoir les lieux reproductifs. C'est mieux en fait, c'est protégé de manière plus efficace. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui s'intéressent à ça, et ça passe notamment justement par l'utilisation de balises, notamment ici, vous pouvez voir sur des tortues. Et sur les Mais phoques. vas-y, vas-y. Et sur Hésite pas, moi sur je les parle phoques. beaucoup, donc Non, n'hésite mais pas à je me voulais couper. juste préciser qu'effectivement, les méthodes progressent. C'est-à-dire qu'avant, les balises n'existaient pas. On savait où les animaux, d'où les animaux partaient et où ils arrivaient. Mais j'imagine qu'on pouvait faire que des hypothèses sur leur trajet, du coup. Sans les balises, ça doit être une Ouais, révolution, non? tout à fait. Et puis, il y avait un autre problème aussi, qui est que bah, quand on n'a pas des balises, souvent, euh, on devait se fier à l'observation de l'observateur. Mhm. Sauf qu'il faut savoir qu'en science, on a ce qu'on appelle le biais observateur, qui est tout simplement le fait que, je vais dire un Pensez à exemple Percival Lowell. un peu absurde, mais par exemple, si vous avez quelqu'un qui aime beaucoup plus les oiseaux que les poissons, et bah peut-être que du coup, quand il va être sur le bateau, il va inconsciemment Mhm. porter plus d'attention sur les oiseaux que sur les poissons. Et du coup, par exemple, dire qu'il y a beaucoup plus d'oiseaux que de poissons, alors que ça se trouve, c'est l'inverse. Et à l'inverse, si vous avez quelqu'un d'autre qui, lui, préfère les poissons aux oiseaux, il va peut-être faire encore ce genre de choses. Et du coup, ça crée des erreurs de manière Mhm. accidentelle. Et c'est un biais qu'il faut prendre en compte. C'est notamment pour ça, par exemple, que quand on va faire un suivi avec une personne, euh, on va se dire, ok, bon, cette personne va peut-être faire des erreurs, mais du coup, on va essayer de choisir toujours la même personne pour que, vu qu'elle fait, entre guillemets, toujours les mêmes erreurs, bah, finalement, ça s'annule, quoi. Mhm. C'est-à-dire que si on étudie deux environnements différents, bah, vu qu'elle fait les mêmes erreurs, on l'étudie de la même manière, quoi, finalement. Et ça, effectivement, quand on n'avait pas des balises, bah, notamment sur l'observation de comportements d'animaux, de trajectoires et tout, bah, on pouvait se fier qu'aux différentes observations et c'était malheureusement beaucoup moins précis que ce qu'on peut avoir avec une C'est vrai balise, qu'un quoi. un des points communs qu'on peut trouver dans les différentes méthodes scientifiques des différentes sciences, c'est essayer justement de minimiser le plus possible les biais cognitifs, les biais d'expérimentation. Tout à fait. Ça, c'était le biais de sélection, du coup, j'imagine, que tu as évoqué. Ça peut s'apparenter à un biais Ah, de sélection. c'est le biais de Et en fait, observateur. Ouais. l'humain n'est pas parfait, le cerveau il est loin d'être Oh, parfait. Et on se sert de la méthode pour justement soit éviter les biais, soit les repérer et faire en sorte qu'ils soient facilement annulables. c'est ça. Voilà, de cette façon-là. C'est très important en science de faire attention à ça. Et Est-ce que tu veux qu'on puis, passe à la diapo suivante? attends, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Tu veux qu'on passe à la diapo suivante?
Ouais, brièvement, effectivement, au-delà des trajets, il y a aussi, d'ailleurs, on va le voir sur la diapo suivante, Ok. tout ce qui est les comportements qu'on peut déduire en fait à partir du trajet, parce qu'en fait, ces trajets effectués par les animaux, c'est pas juste un comportement qui va être lié à juste aller d'un point A à un point B. Ça peut être notamment des comportements qui sont liés à la recherche de nourriture. Mhm. Et ça, c'est super important aussi dans un contexte de conservation, de voir par exemple que oui, c'est un trajet qu'il fait, mais on se rend compte en fait en étudiant avec ces balises qu'ils vont dans une zone en particulier, que cette zone, elle est importante d'un point de vue de nourriture. Et ça peut aussi tout simplement aussi nous, au-delà de l'aspect de conservation, ça peut aussi nous apprendre des choses. On peut se rendre compte par exemple en étudiant une espèce de phoque ou une espèce de manchot, que qu'on ne sait pas trop forcément ce qu'ils mangent, à quelle heure ils vont chasser, etc. Bah, grâce à ces balises, on peut préciser un petit peu la profondeur à laquelle ils vont, combien de temps ils y plongent, etc. Et ce genre d'informations participe à l'amélioration des connaissances qu'on a sur ces animaux au niveau de leur stratégie alimentaire. Mais est-ce que ces informations Voilà. sont pas trop parcellaires du coup en termes de méthode scientifique? Du coup, est-ce que vous avez assez de données sur une espèce en particulier pour pouvoir bien la décrire ou est-ce qu'il en manque actuellement? Alors ça, effectivement, c'est une très bonne question. Ça dépend totalement de l'espèce. On le voit notamment, par exemple, avec, je sais pas si vous connaissez, mais les listes rouges de l'IUCN, qui sont un statut qui est attribué en fait à différents animaux pour les classer dans une catégorie de vulnérables à presque éteints. Et en fait, on se rend compte dans ces listes qu'en fait, il y a des animaux, on a énormément de données et du coup, on sait exactement où les classer, et beaucoup d'autres où en fait ils sont inclassables parce qu'on n'a pas de données. Donc généralement ça dépend beaucoup de l'espèce étudiée et encore une Mhm. fois toujours cette notion d'accessibilité. Ouais. Et à partir du moment où on a assez de données pour pouvoir commencer à faire quelque chose de scientifiquement viable, c'est souvent à partir de ça qu'on a des programmes et des articles scientifiques qui sont publiés. L'avantage des cailloux martiens, c'est qu'ils bougent pas et C'est qu'ils n'ont pas ça. peur. Et donc ensuite, bah, on en parlait tout à l'heure, je crois, c'est Adrien qui en parlait. Effectivement, tu peux utiliser les balises pour sauver des bateaux. Alors On a Mister MV qui crie au effectivement, secours apparemment. effectivement, il y a, vu que c'est une technologie qui passe aussi vers le suivi de la localisation spatiale, bah, évidemment, c'est aussi utilisé sur certains bateaux, parce qu'aujourd'hui, le trafic maritime, c'est quelque chose de monstrueux hein, en termes de nombre de bateaux qui voguent sur l'océan. Ça cause d'ailleurs divers soucis, notamment en termes de son qui est produit dans l'océan et Mhm. ça peut perturber certaines espèces. Mais il y a aussi des balises Argo. Alors là, plutôt du coup peut-être des balises Argos qui sont utilisées justement pour étudier le positionnement des navires. Alors ça peut avoir diverses applications. Tu peux passer à la diapo Ouais. d'après. Ça peut avoir effectivement une application sur certaines courses, comme Oui, le on parlait Vendée de Vendée Globe, Globe tout à l'heure où, justement. euh, où voilà, effectivement, c'est des balises qui sont utilisées pour suivre vos navigateurs préférés. Alors pas forcément Argo, il y a aussi d'autres systèmes, Ouais, comme c'est on ce que a j'allais vu dire tout à parce que l'heure. si il doit y avoir après des problèmes d'encombrement du matériel, c'est-à-dire C'est comme, ça. comme quand on Mais fait je sais de qu'à l'astronomie, on je demande du temps d'observation, donc là ça doit être un peu c'est pareil, hein. ça, c'est ça, c'est ça. Alors effectivement, je sais pas à quel point, aujourd'hui c'est utilisé, mais je sais qu'à une époque, en tout cas, ça l'était. Alors effectivement, je pense que chacun a ses préférences, mais en tout cas, c'est une autre illustration, en fait, de cette technologie, c'est qu'on peut suivre, après les animaux, on peut suivre les bateaux. Et d'ailleurs, ça fait une très bonne, transition avec la démo d'après parce que tous les bateaux ne sont pas gentils. Il faut le Il y a des bateaux savoir. On a méchants. des petits filous ou des gens qu'on pourrait qualifier avec des noms d'oiseaux qui font énormément de ce qu'on appelle la pêche illégale, qui correspond à pêcher certaines espèces dans des quantités qui ne sont pas autorisées ou dans des zones qui ne sont pas autorisées, comme des parcs marins, des zones protégées, des aires marines. Et donc tous n'ont pas de Euh, balises, bien sûr, Et détectables par évidemment, satellite. puisque à partir du moment où vous signalez votre position, Ouais. c'est un petit peu compliqué. Et le développement qui a notamment passé par Argo, mais comme on l'a dit, d'autres systèmes satellitaires, a permis en fait d'avoir une meilleure aussi résolution et une meilleure législation aussi des balises qui sont utilisées par les bateaux, ce qui a dans une certaine mesure réduit aussi la pêche illégale. Parce Mhm. que, euh, parce que voilà, on a augmenté le fait que ces bateaux-là devaient avoir des balises, donc du coup on pouvait mieux les suivre et mieux détecter quand il y avait des soucis.
Mais comme c'est écrit sur la diapositive, c'est pas toujours efficace parce que, en fait, c'est bien beau d'avoir une balise, mais ils ont juste à éteindre la balise en fait pour pas être inquiétés, quoi. Il faudrait qu'il puisse ne pas y avoir accès, mais bon, c'est Exactement. pas si gros que Et ça un bateau. qui nous amène à notre dernière diapo. Juste avant, Et en fait, ah oui, est-ce vas-y, que ce vas-y. serait possible, avec les balises présentes dans l'eau, de détecter le passage de bateau? Ou est-ce qu'il n'y en a pas Ah assez? bah, justement, c'est Je suis trop forte. le sujet de la prochaine diapo, mais d'une manière un peu différente. L'idée, en fait, c'est effectivement ce côté. On va essayer de faire se rencontrer une balise avec une autre pour détecter celles qui sont éteintes. Mhm. Et plutôt que d'utiliser des balises qui sont qui sont dans l'eau, qui vont pas forcément être des balises actives, c'est-à-dire qu'elles vont être passives, et s'il y a un bateau qui passe à côté, ok, elle va peut-être pouvoir le reconnaître. Eh bien, il y a différents chercheurs qui s'intéressent aux oiseaux, et notamment des balises qui ont été mises sur des goélands, pour justement détecter la présence de certains bateaux qui font de la pêche illégale. Qui est super intéressant parce que ces oiseaux marins sont très souvent attirés par les bateaux qui pêchent, parce que c'est là où ils vont pouvoir avoir de la nourriture. Donc c'est pas quelque chose qui est encore extrêmement développé partout, mais c'est une technique qui fait aujourd'hui l'objet de différentes études et qui a montré dans une certaine mesure qu'elle pouvait être efficace. Et du coup, c'est super intéressant parce que on voit que c'est une technologie finalement qui a beaucoup d'applications, et surtout c'est une technologie qu'on peut combiner de manière très diversifiée. Tout à l'heure, il y a une diapo que tu as passée, mais où on voyait notamment que bah là, comme on combine les balises sur les goélands et les balises sur les bateaux pour mieux les Alors détecter, j'essaie de la et retrouver. bah on peut aussi combiner les balises qui mesurent les éléments chimiques et les balises qui mesurent les comportements de l'animal qu'on étudie, pour voir en fait si à l'endroit où l'animal passe, bah, on n'a pas un truc qui a été Mhm. détecté chimiquement par une autre balise, tu vois, pour essayer Mhm. de reconstituer une histoire écologique un petit peu de l'animal et de l'écosystème dans lequel il a évolué. Donc, Est-ce que dans les voilà. travaux que tu as faits, tu as pu étudier aussi des satellites qui étudient l'évolution de l'océan dans son ensemble? Je sais pas, l'évolution des glaces, l'évolution des courants. Est-ce que c'est quelque chose que... Ah bah là, je suis en train. Je suis en train D'accord. parce que je suis en train de faire de la biblio sur un iceberg qui fait un petit peu la une de l'actualité en ce moment, Oui, qui s'appelle effectivement, qui A68. s'approche d'une île et qui va empêcher certains animaux de passer, je crois. Il y a quelque chose comme ça. C'est ça. Alors là, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, breaking news, l'iceberg ne devrait pas, en tout cas, foncer vers le côté de l'île vers lequel on avait peur. Alors c'est toujours possible, mais en tout cas, si c'est possible, il va faire le tour. Il a notamment été brisé en deux morceaux, Mhm. vraisemblablement à cause des fonds marins qui n'étaient pas très profonds, mais effectivement, c'est beaucoup étudié en Antarctique, notamment pour étudier à travers l'image satellitaire la propagation et la taille des fractures qui existent aujourd'hui dans les plateaux glaciers en Antarctique, qui est un enjeu de recherche assez important parce qu'aujourd'hui, on a très très peur que le réchauffement climatique fragilise énormément les plateaux glaciers. Alors, les plateaux glaciers, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement bah, les glaciers qui proviennent de l'Antarctique et qui vont du coup se prolonger dans la mer, mais qui ne sont pas de la banquise, parce que du coup la banquise c'est la glace qui se forme à partir de l'océan. Là on est vraiment sur de la glace qui provient du continent, de différentes sources, notamment l'accumulation de neige au fil du temps. Et du coup ces glaciers vont avoir tendance à dépasser sur l'océan et pour en faire une taille extrêmement importante, hein, d'une centaine de mètres. Des fois, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble avoir vu dans certaines publications entre 100 et 1 km de haut. Donc on est vraiment sur une quantité de glace monstrueuse hein, dans tous les cas. Et qui du coup, avec les satellites, on peut étudier l'apparition de fissures qui sont très souvent extrêmement importantes. Pour A68, par exemple, on savait que ça allait arriver. C'est-à-dire qu'on a vu depuis 2014 des fissures apparaître et se propager dans le glacier qui s'appelle Lancet B. C'est à cause de Et Scrat. ça creuse exactement. Et c'est quelque chose en fait qu'on a pu totalement prévenir en fait. C'est quelque chose qu'on savait. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir au mieux anticiper. Et du coup, la technologie satellite est hyper intéressante à ce niveau-là. Au Oui, niveau des courants, c'est un peu moins facile parce qu'un courant c'est moins visible, ouais, surtout qu'il y a plein de courants qui sont à des kilomètres de la surface. oui. Donc Oui, notamment les courants froids qui sont en dessous, puis qui remontent après en courant c'est chaud. ça. On a une vidéo qui dit que les icebergs peuvent atteindre le kilomètre de haut.
Oui, oui, Donc, oui. Oui, bah oui. Souvent, bah, quand ils sont formés à partir de ces plateformes glaciaires, qui sont extrêmement importantes, effectivement, et puis surtout, au-delà de la taille, la surface peut être importante. A68, là, il fait. En tout cas, quand il s'est détaché de la plateforme glaciaire, il faisait, il me semble, plus de 5000 km². Là, aujourd'hui, il a commencé un petit peu à fondre, donc c'est un petit peu descendu. Je crois qu'on est plus autour de 3000 ou 4000. Mais puis là, encore moins vu qu'il s'est cassé. Mais oui, oui, c'est des quantités de glace qui sont, qui sont incroyables et qui écologiquement sont passionnantes parce qu'il y a tout un, il y a tout un, comment dire, il y a tout un impact écologique puisque les icebergs peuvent impacter dans une certaine mesure la présence de plancton, peuvent ouais. aussi racler le fond des zones dans lesquelles ils arrivent. Ça, c'est quelque chose qui a été théorisé par Darwin il y a très longtemps. Et ça répond un peu Et à la question d'Orsola de Bliss qui demande bah, du coup le risque si l'iceberg percute cette île, des risques j'imagine pour l'écosystème. ouais, ouais, ouais. Justement, il y a eu tout ce qu'on appelle le scouring, euh, qui est du coup ouais, tout le raclement que va faire cet iceberg. Et il faut savoir qu'en Antarctique, on a des écosystèmes sur le fond, donc la vie benthique, qui sont extrêmement foisonnants de vie. Euh, je pourrais peut-être vous le montrer d'ailleurs. Ah non, quoique je l'ai pas là, mais j'avais à ma disposition des vidéos de. Ah, on a reperdu Melvac. Il va revenir, vous inquiétez pas. Cours. Le Je suis de retour. revoilà. J'ai encore la même micro-coupure. C'est très Je suis de retour. bizarre. Très bizarre. C'est bon, je t'ai retrouvé. Mais Euh, pour dire ouais. que putain, j'ai perdu le fil. Tu parlais des fonds marins et des icebergs qui raclent les fonds marins. Oui, c'est ça, qu'il y a énormément de vie. En fait, c'est fascinant en fait quand on voit les images de la vie marine qui existe au fond de l'Antarctique, on pourrait se dire c'est un désert, il y a rien. Et en fait, non, ça foisonne de vie. Et en fait, bah, quand vous avez un iceberg qui arrive et qui est trop important et qui racle tout, c'est un rouleau compresseur en fait. Mhm. Et ça a un impact écologique. Il y a des études qui montrent que il y a certaines communautés d'espèces en Antarctique qui commencent à être en danger à cause de ça. Imaginez Parce une qu'il y pyramide a. inversée comme ça, s'approche de votre ville et puis Bah, voilà, c'est ça, c'est un peu ça. c'est exactement ça. Et Ça fait surtout, un film à grand spectacle, quoi. c'est exactement ça. Et puis surtout, dans un écosystème où il y a de plus en plus de pyramides inversées à cause du réchauffement climatique. Ce qui fait que les espèces ont de moins en moins de temps pour se régénérer une fois qu'il y en a un qui est passé. Et donc à terme, ça va sûrement causer des soucis. 5800 km² et 200 mètres d'épaisseur, nous dit C'est Adrien. ça. Je te propose de faire un petit aparté, du coup, si je te posais la question sur les océans vus de loin, c'est parce que je voulais vous montrer ça. Alors, est-ce que ça va marcher? Oui, parfait. Alors là, on change de planète, hein, on est sur Mars. Euh, et donc là, ce que je vous montre, c'est la topographie, pardon, topographie de Mars, avec en bleu ce qui est le plus bas et en rouge ce qui est le plus haut. Sur Mars, en fait, il n'y a pas de niveau de la mer. Du coup, le zéro, c'est pas le niveau de la mer. On a une convention sur Mars qui est de mettre le 0 km, l'altitude 0, par rapport à la pression atmosphérique. Euh, la moyenne est à 610 pascal, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est fait en gros 100 fois moins que la Terre, hein, un petit peu moins, entre 50 et 100 fois moins que la Terre. Et donc c'est comme ça qu'on mesure l'altitude. Le problème, c'est que y a des saisons sur Mars qui sont plus marquées que sur la Terre et qui changent avec le temps, puisque l'axe de rotation de Mars est penché en ce moment de 24 degrés, mais par le passé, ça peut aller jusqu'à 49 degrés. Donc ça fait des saisons un petit peu casse-gueule et du coup en hiver il y a beaucoup moins d'atmosphère qui se condense en fait carrément sur les pôles et donc ça change un petit peu ce degré d'altitude. Bon donc c'est pas parfait mais c'est comme ça qu'on le mesure et ce qu'on voit sur Mars c'est que on a une grande plaine au nord qui est en fait à quelque chose comme moins 2 km ou moins 3 km, je sais plus exactement quelle est la valeur. Et au sud, ça peut monter jusqu'à 21 km avec Olympus Mons, qu'on voit sur la gauche là, et ses potes volcans les monts du Tarsis, ça s'appelle. Je me souviens plus. Pavonis Mons, je me souviens plus des autres. Je me souviens qu'un des droits. Et donc voilà, donc des super volcans qui ne sont plus en activité, mais qui montent jusqu'à 21 km. On remarque du coup sur Mars qu'il y a une dichotomie en fait très forte entre le sud et le nord. Beaucoup de cratères au sud, très peu au nord, donc ça veut dire qu'il s'est passé un truc au nord qui les a effacés récemment.
Et toutes les études à propos de Mars, faites conjointement avec les satellites, qui ont observé la topographie de Mars à différents niveaux de zoom, avec aussi les rovers martiens qui sont posés sur la surface, et les différentes sondes qui sont posées sans rouler sur la surface, on a pu comprendre qu'il y a eu différentes époques géologiques sur Mars. Mars a très vite perdu son champ magnétique, il s'est pas fait pareil à l'intérieur, il n'y a pas de noyau solide dans un noyau liquide, il y a juste un noyau liquide, donc le champ magnétique n'a pas dû fonctionner aussi bien que celui de la Terre. Mars a perdu une partie de son atmosphère assez vite, et c'est seulement pendant le Noachien, c'est la première période de Mars, où il y a eu potentiellement de l'eau liquide, et si on regarde plus précisément ce qu'il se passe entre la zone jaune, enfin la zone rouge et la zone bleue, on observe des choses comme celle-ci. Alors je vais essayer de vous la mettre. Voilà. Je veux mettre celle-là. Oui, parfait. On observe des choses comme celle-ci. On voit clairement en fait des résultats de débâcle de très grands fleuves avec des très grands deltas. Et on voit comme ça, on appelle ça une ligne de côte en fait. Une ancienne ligne de côte, on la voit à différentes distances, et du coup les astronomes, les planétologues étudient cet océan antique, enfin antique, je sais pas comment on peut dire ça, cet océan noachien, voilà, ça va être très bien. Et donc c'est pareil que sur Terre, on a des satellites autour de Mars qui nous permettent comme ça de voir non pas l'évolution d'un océan, mais plutôt son histoire, une histoire d'un océan passé. Et on remarque notamment que sur tous les deltas qui se trouvent dans cette zone sur Mars, des deltas anciens comme celui-là, il y en a 17 qui sont à peu près au même niveau, mais il y en a d'autres qui ne sont pas à la même altitude. Ce qui laisse penser les planétologues qu'il y a eu différentes époques avec différentes profondeurs d'océan. Et on a trouvé également par exemple des cratères quand même dans cette zone-là, et qui ont en fait sont dus à des grosses météorites qui sont tombées pendant que l'océan était là, qui ont provoqué des tsunamis, qui ont effacé une partie des lignes de côte. Donc voilà, un autre exemple sur une autre planète de choses qu'on peut faire avec des satellites pour étudier des océans. C'est pour ça que je te parlais d'évolution des océans, du coup. C'est super intéressant. Ça ressemble beaucoup, même si là c'est encore plus inaccessible parce qu'on ne peut pas voyager dans le temps. Mais voilà ce que je voulais vous montrer en rapport avec ce que tu disais, Simon. Donc sur Mars. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur ce que tu avais prévu ou Non, à ce niveau-là, Parce que j'aimerais bien te poser des questions sur ta spécialité, du coup, sur les fonds marins. Eh ben écoute, on peut y aller. Hein. Je regarde juste s'il y a Arcia Mons, Pavonis et Ascraeus Mons. Merci Adrien, je me souvenais plus des noms. Si tu veux, je peux t'envoyer des images. Ouais. Bah, je veux bien. Ah mais attends, je vais faire une capture d'écran, comme ça on va voir ma tête. Carrément. Ouais. En attendant, pendant que tu cherches, je donne un petit peu des précisions sur les volcans martiens, donc c'est des volcans qui ne fonctionnent plus. Mais comme il n'y a pas eu de tectonique des plaques sur Mars, elle n'était pas assez massive pour ça. Il n'y a pas eu en fait comment dire, il n'y a pas eu de points chauds qui se sont déplacés, comme on peut avoir sur Terre, par exemple avec les chapelets d'îles volcaniques. Hawaï par exemple, en fait c'est plein d'îles qui suivent avec en fait la plaque qui est passée sur le point chaud qui a fait des volcans successifs. Sur Mars il n'y a pas eu ça, et les points chauds se sont déversés toujours au même endroit, ce qui a fait des volcans gigantesques et qui maintenant sont éteints puisqu'il n'y a plus rien à sortir. Voilà. Et c'est cet épisode volcanique vers la fin du Noachien qui a permis à l'eau de subsister le plus longtemps possible, mais arrivé à la fin du Noachien, en fait, le champ magnétique s'est arrêté. Et là, par contre, qui dit pas de champ magnétique, dit que les particules du vent solaire atteignaient plus facilement l'atmosphère, et l'eau qui était dans l'atmosphère a été décomposée en oxygène, hydrogène, et l'hydrogène s'est barré dans l'espace à cause de ce vent solaire. Petit à petit, ça s'est fait comme ça, et l'eau a disparu au fil des millions d'années. Est-ce que tu as trouvé tes images, Simon ? Je galère doucement mais sûrement. Je je vais y arriver. Discord n'aime pas. Discord n'aime pas. Est-ce qu'on surveille depuis l'espace des dégazages sauvages, piraterie, trafic illégaux ? Nous demande Encelade bis. Alors, c'est-à-dire dégazage sauvage, piraterie. Tu vois un bateau et tu vois une trace un petit peu louche derrière lui, un petit peu noirâtre. Est-ce que ça peut se voir depuis l'espace ? Ce genre de choses. Alors ça, je ne suis pas au courant. Après, j'imagine que ça doit être l'une des missions qui doit être j'imagine que les marées noires, ça doit se voir. Après, les dégazages sauvages... Les marées noires, oui. Les marées noires, oui. Je pense que...
Et puis la position de la piraterie, oui, je pense que ça doit faire partie des missions justement de l'amélioration de la connaissance de la position des bateaux. Après, Il comment y a c'est un fait, par Yanis qui, vidéo qui me dit etc. Sentinel 1 est pas mal utilisé pour ça. Donc voilà, Alors, si tu veux faire un épisode sur Sentinel 1 et le dégazage des bateaux, apparemment, il y a de quoi faire. alors que j'ai partagé mon écran, je sais pas si ça se voit sur le live. Alors, faut Non, que ça se voit j'accepte pas. ton écran. Voilà, Ah, on c'est va bon. voir, mais Normalement, c'est bon, je l'ai. attends. Et on a CryptoCFR qui nous demande est-ce que les fonds marins terrestres, est-ce que ce que tu appelles les fonds marins, que tu dis, est-ce que ce sont les derniers endroits inexplorés sur Terre? Est-ce que les fonds marins sont les derniers endroits explorés sur Terre? Alors ça, je ne sais pas du tout, j'imagine Ça que dépend non. Je lesquels, pense que peut-être. oui, voilà, oui, ça dépend lesquels. Et puis, il y a encore plein de... Enfin, aujourd'hui, on découvre encore des forêts qu'on n'avait pas encore, auxquelles on n'avait pas du tout fait attention, des montagnes, des zones. Enfin, Mm. c'est vraiment... Donc Bah, non, je pense pas. Après, ça reste effectivement les... Enfin, en fait, la quantité de volume, et là on parle de volume, ouais. d'océans qu'on n'a pas exploré, effectivement. Mm, C'est mm. inimaginable et c'est effectivement... je pense qu'on pourra peut-être même jamais explorer tout, Oui. tellement Et il y a la un autre surface est endroit grande. inexploré qui me vient, c'est le sous-sol antarctique. Euh, Oui, avec les évidemment. analyses de la NASA, je sais pas quel satellite avait ça, mais on a pu voir qu'il y avait des canyons sous la glace, des montagnes, enfin voilà. L'Antarctique n'était pas toujours à cette place-là. Si vous avez lu La Nuit des Temps de Barjavel, vous voyez de quoi je veux parler. Il était à un autre endroit avant, alors il n'y a pas de glace, et donc peut-être qu'il y a des vestiges de forêt qui se trouvent dessous. Et ça, par contre, pour aller creuser la glace, hein, souvenez-vous, le problème c'est la contamination des milieux par nos instruments, donc c'est pas facile, et puis c'est très profond. Donc je pense que je pense que ce sera plus difficile à explorer que le fond des océans encore. Et on a Yannis Vidéo qui te fait clairement un appel du pied pour faire une collaboration, je crois, Ah, dans le eh chat. ben écoute, Alors attends, je clique sur regarder et tu vas pouvoir me montrer du coup ton écran. ouais. Voilà, je l'ai, c'est bon. On n'a pas beaucoup de temps, parce qu'il me semble que c'était jusqu'à Oui, 19h30. il Je nous vais reste essayer d'être quelques rapide. minutes. Ouais. Donc moi, j'ai donc travaillé sur... Comment résumer ça? J'ai travaillé sur ce qu'on appelle des communautés portuaires. Alors qu'est-ce que c'est des communautés portuaires? C'est tous les animaux qui vont s'installer dans des ports, donc que vous pouvez avoir notamment sur le littoral français. Et ces animaux, ils vont notamment s'installer sur des substrats artificiels, c'est-à-dire par exemple les pontons pour accoster les bateaux Mhm. ou encore les piliers. Et en fait, vous en avez une image juste ici. En fait, vous avez notamment ici des acidies. On voit aussi des bryozoaires, donc d'animaux différents qui recrutent en fait sur ces espaces-là. Et donc moi, mon travail, ça a été de faire une analyse photographique de ces animaux-là. C'est-à-dire que je vais vous montrer une petite image. Voilà, c'est ça. Par exemple, ça fait partie des images que j'ai analysées. C'est-à-dire que vous avez une Mhm. plaque sur laquelle des animaux ont poussé. Et moi, mon travail, c'était de générer aléatoirement des points dessus pour ensuite dire bah, chaque point, c'est quelle espèce. Et à partir de ça, tout simplement étudier la composition communautaire en fait, des animaux qu'on a dans l'écosystème. Et ça, c'est super intéressant parce que ces communautés-là, souvent, elles sont remplies d'espèces introduites et potentiellement invasives. Parce qu'en fait, les ports sont des lieux dans lesquels on a beaucoup de trafic maritime. Or, le trafic maritime est un énorme vecteur, si ce n'est le vecteur d'espèces Et les bateaux ne portent introduites pas de non masque. indigènes. Exactement, voilà. Et d'ailleurs, Et tu du parlais coup, des plastiques tout à l'heure, mais dans l'océan de plastique, il y a également des communautés d'animaux comme ça qui s'y accrochent, d'après ce que j'ai ah oui, compris. mais alors là, tout à fait. Mais là, du coup, il faudrait qu'on fasse 4 lives pour, Ouais, c'est clair. Mais ça pour, m'y faisait penser. pour parler de tout ça. Mais effectivement, le plastique aujourd'hui est à la fois une particule qui peut transporter des polluants, transporter des organismes, transporter des maladies. Enfin, c'est passionnant tout ce que ça peut transporter. Et du coup, voilà. Et puis, voilou. Moi, j'ai étudié du coup dans un port de Brest qui s'appelle la Marina du Château. Mhm. Et j'ai étudié en fait 3 sites différents, à savoir l'entrée, le fond et le milieu, dans ce port pour voir s'il y avait des différences. Et chose intéressante, on a réussi en fait à avoir des données sur différentes périodes. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on se rend compte, quand on étudie un petit peu la bibliographie qui est faite sur ces écosystèmes, sur ce type d'études, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui un développement du cadre spatial en fait de ces études, c'est-à-dire que
on va essayer d'étudier toujours plus de ports différents. Mais par contre, il y a un cadre temporel qui est extrêmement peu étudié. C'est-à-dire que on a des études qui vont essayer de voir si on a des espèces introduites invasives euh, en étudiant toujours plus de zones différentes, mais toujours en one-shot temporellement. Ce Mhm. qui fait qu'on ne sait pas du tout si les résultats qu'on obtient sont soumis à de la variabilité d'une saison à une autre, au cours de l'année, d'une année à une autre. Et du coup, ce manque de données temporelles, c'est hyper problématique parce que on peut par exemple arriver en faisant une estimation du nombre d'espèces invasives à un moment donné, sans savoir si en fait c'est représentatif de l'année, sans savoir si par exemple on arrive et puis on dit oh bah tiens, finalement il n'y a pas trop d'espèces invasives. Mais ça se trouve en fait c'est juste le moment de l'année où en fait elles sont toutes mortes et ça se trouve 2 mois après en fait c'est rempli d'espèces invasives là où on regarde en fait. On s'est intéressé à ça. C'est un peu le même problème que les balises finalement. Si tu mets une balise sur un animal, Bah, ça c'est suffit ça, pas c'est quoi. toujours le même problème d'intégration. Mhm. Et du coup, ce qu'on a montré, c'est super intéressant, c'est que en fait, on a des mêmes tendances de résultats qui se conservent sur toutes les périodes qu'on a étudiées. C'est-à-dire qu'en fait, je pense à les détails parce qu'on n'a pas de temps, mais là, on a une figure assez simple à comprendre, c'est qu'en gros, ici, vous avez en noir la présence d'espèces introduites entre l'entrée et le fond. Mhm. On voit en fait que ça augmente, et ça peut s'expliquer par plein de raisons, notamment la présence plus importante de polluants dans le fond du port, qui a été déjà observé, et les espèces introduites qui sont généralement des espèces qui sont extrêmement tolérantes, notamment à la pollution. Ça Et le explique vert, pourquoi c'est quoi? Et le vert, c'est des espèces indigènes, c'est-à-dire que D'accord. les espèces qui sont Oui, du bah, ça, coin. ça se Et tient, c'est logique. on voit qu'à l'inverse, en fait, Ouais, et on a une diminution parce que ces espèces sont pas du tout d'accord. adaptées pour la pollution. Et ça, c'est les résultats qu'on a vraiment observés sur toutes les périodes qu'on a étudiées. Il me semble que, voilà, à la fin, j'ai mis un petit peu tout ce qu'on a pu étudier. Là, on voit notamment que pour ce qui est des espèces introduites, on voit qu'il y a toujours une augmentation, mais on voit aussi que c'est pas toujours la même chose. Ouais. Par exemple, on voit qu'en juin 2019, alors certes, il y en a plus dans le fond qu'à l'entrée, mais c'est quand même énormément moins contrasté, par exemple, qu'en août. Mhm. Donc là, il y a 2 mois qui séparent ça. Et si vous arrivez dans le coin pour étudier la présence de ces espèces, c'est que vous arrivez à cette période-là, bah, vous n'allez pas du tout faire les mêmes conclusions que si vous les faites à cette période-là. Donc ça montre Tout qu'effectivement, à fait. l'intégration temporelle de ces résultats, c'est super important en fait, pour pouvoir conclure sur la présence de ces espèces. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu faire dans le cadre Bah, merci de mes beaucoup. études. Et ça, c'est un papier qui est actuellement en cours de publication. Il y a un manuscrit qui va être soumis dans pas très longtemps. Et voilà, vous avez des youtubeurs qui font de la vulgarisation et que de la vulgarisation, et il y en a qui font une double vie, comme Simon, avec de la recherche à côté Voilà. ou de la médiation à côté. Euh, Ça me fait penser à une chose, c'est que non seulement, euh, comment dire, le manque de données, ça me fait penser à Percival Lowell qui avait vu les canaux sur Mars qui n'étaient pas là en fait. Mais en plus de ça, Mars nous fait un petit peu des cachotteries puisque euh, la, la condensation des glaces en hiver martien donc provoque une chute de la pression de l'atmosphère et ça provoque des vents et ça provoque un soulèvement de la poussière sur Mars qui peut englober toute la surface. Et donc pendant Ah plusieurs ouais. mois, il arrive qu'on ne voit plus rien du tout et ce qui Oh, n'avait pas du tout aidé les gens à l'époque où il n'y avait pas de satellites autour de Mars, où ils avaient juste des petits ah, c'est fou télescopes tout ça. pourris. Donc des canaux martiens mais parfois pas de canaux du tout. Voilà. Donc encore un phénomène météorologique différent sur une autre planète. Ok. Mais écoute, dès qu'on aura une exoplanète avec des océans dessus, je pense qu'il y aura des choses à faire en comparaison avec tous les travaux qui peuvent être faits sur Terre. Dans le chat, est-ce que vous aviez des dernières questions à poser? Je regarde. Encelade, est-ce que tu utilises les données CFOSAT, Chinese French Oceanic Satellite? Non, non, non. Là, on a utilisé des données qui provenaient en fait d'expériences indépendantes qui ont été faites. En fait, ça c'est intéressant aussi parce que je dis oui, l'aspect temporel, il est important, etc. Mais en fait, il faut savoir que faire des études sur différentes périodes, c'est très compliqué en fait. C'est tout simplement pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, là où on a été malin sur la méthode qu'on a utilisée, c'est que on a rassemblé en fait les résultats d'expériences indépendantes, qui n'ont pas du tout été pensées pour être mises en relation, mais qui en fait ont utilisé le même protocole et qui ont utilisé les mêmes choses dans le même endroit. Mais vu qu'en fait elles ont comment dire, vu qu'elles ont utilisé des techniques de traitement différentes, c'est-à-dire que quand bien même vous avez les mêmes animaux qu'on poussé, en fait il y a différentes manières en fait de les compter, de faire, enfin, d'évaluer la présence de ces animaux.
Et du coup, on ne pouvait pas directement comparer ces résultats. Par contre, toutes ces expériences, elles avaient pris des photos de ces plaques. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à rassembler en fait ces photos. Et sur tout ce dataset en fait, de données photographiques, on a pu appliquer la même méthode pour toutes, pour pouvoir rassembler en fait ces données-là. Donc on a vraiment on a rassemblé en fait ces données pour ensuite appliquer une même méthode pour pouvoir les utiliser. Eh bien, écoute, merci Simon pour toutes ces informations. C'était très intéressant. Je pense que les gens du chat étaient très intéressés. On a John Cheval qui nous dit qu'il y a une porte des étoiles sous la glace de l'Antarctique. Voilà, il Évidemment, fallait que je le les bonnes dise. refs. Il fallait que je le dise. Eh bien, écoute, je vois que les gens commencent à se dire qu'ils vont y aller, mais c'est très bien. Nous sommes arrivés à la fin du live. Merci Simon. Donc, allez voir la Bah, chaîne merci aussi. de Simon Melvac. C'est Voilà, très il y a cool. Adrien qui refait le partage dans le chat. Allez la voir. Surveillez la chaîne du Planétarium sur YouTube où vous pourrez voir du coup les rediffs des vidéos. Elles sont disponibles sur Twitch pendant 14 jours, donc n'hésitez pas à les re-regarder si ça vous dit ou regarder celles que vous avez ratées. Qu'est-ce qui nous reste? Non, je crois que je remonte un peu pour voir s'il n'y a pas des questions qu'on aurait ratées, mais je crois pas. Je crois que c'est bon. Ce lundi, on a Pierre qui va recevoir une personne qui va vous parler, donc une chercheuse qui va vous parler de la cosmologie en ondes radio. Et lundi d'après, le 29, c'est exceptionnellement moi qui fais la séance Astronomer at Home, puisque c'est les vacances, on alterne. Et j'ai invité Françoise Roch, directrice de thèse même carrément, qui va nous parler des occultations stellaires et des transits exoplanétaires. Voilà. Et sinon, mercredi prochain, Pierre vous fera du Kerbal Space Program. Et vendredi prochain, comme c'est les vacances, il n'y aura pas de vendredi prochain. Ce sera un deuxième médiateur à Trôme avec lui. Voilà. Je vous dis à bientôt. Donc nous, on se revoit le 29. Et sinon, vous aurez Pierre lundi prochain. Merci Simon. Bonne soirée. Et puis, à bientôt au Planétarium, en ligne ou en vrai. Salut tout le monde. Salut.